Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants. La Grande Évasion dans le Sud, nous serons à Grenoble. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Reynald Duval de l'Office de tourisme de Grenoble. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors, situons Grenoble pour les personnes qui se trouvent à l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Alors on accède à Grenoble depuis Paris, si on arrive à Paris par le TGV, puisque Grenoble est situé uniquement à 3 heures de TGV en liaison directe depuis la gare de Lyon à Paris. On peut également y accéder assez aisément par l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, puisque c'est l'aéroport international le plus proche de Grenoble, avec celui de Genève qui peut également être choisi. Puisque les deux aéroports, Lyon et Genève, sont à peu près distants de 1h, 1h30 de trajet grand maximum en fonction du trafic routier. Oui, c'est assez accessible. Oui, c'est une ville qui est plutôt accessible. Il faut bien comprendre qu'on est au pied des montagnes, donc on est encore sur les grands axes de circulation. En automobile, depuis Lyon, Valence ou même le sud de la France depuis Nice, on est également très très bien desservi puisque 3 autoroutes aboutissent à Grenoble. Alors pouvez-vous nous parler de Grenoble à travers l'histoire ? Quelle est l'origine de ce nom Grenoble déjà ? Alors Grenoble est une ville qui d'abord s'est appelée Cularo quelques années avant Jésus-Christ. S'appelait Cularo, était une place forte romaine. Grenoble, le mot Grenoble vient très vraisemblablement, selon les interprétations qu'on en a depuis, de Gracianopolis, qui a été le nom de la ville en l'honneur de l'empereur Gratien, qui avait donc ici établi un camp avancé. Et au fil des siècles et des usages, le nom est devenu Grenoble au fil de l'eau. Alors justement, quels sont les principaux points forts à travers le temps ? Alors, les grandes étapes de Grenoble, c'est cette première partie, donc avant Jésus-Christ, où la ville est une place forte qui est construite au pied du massif de la Chartreuse. Elle est initialement construite vraiment au pied de la Chartreuse, c'est-à-dire sur la rive qui est aujourd'hui la moins construite de Grenoble en vérité, où on a aujourd'hui le quartier Saint-Laurent et on peut redécouvrir d'ailleurs tous ces aspects-là au musée archéologique de Grenoble qui retrace vraiment toute cette interprétation du développement de la ville. Dans un second temps et jusqu'au Moyen-Âge, la ville se développe autour de l'Isère, avec une activité autour de l'Isère, puisque c'est aussi l'époque où beaucoup de métiers s'y rapportent ou se tournent vers le fleuve pour fonctionner. Et jusqu'au Moyen-Âge, je dirais que la ville déborde assez peu. Elle connaît un essor avec le duc de Lesdiguières au XVIe siècle, qui va donner à la ville un autre essor, une autre dimension. Et puis plus tard, Grenoble restera une ville de garnison. Et je dirais que la présence de ces garnisons va fortement impacter le développement architectural et urbain de la ville. On a compté jusqu'à plus de 10 000 hommes dans la ville intramuros à Grenoble à une certaine période. Et donc la ville s'est aussi beaucoup développée de ce fait-là. Et puis Grenoble est resté une ville relativement, on va dire, modeste intramuros jusqu'aux 30 Glorieux, jusqu'à l'après-guerre, avec un essor qui a repris à ce moment-là, qui a été exponentiel, évidemment, vous vous en doutez, dans les années 60 et précisément suite à l'accueil des Jeux Olympiques, alors avant évidemment, les Jeux Olympiques de 1968, les Jeux Olympiques d'hiver, qui ont constitué un tournant assez fondamental finalement dans l'aspect, dans le développement urbain
dans l'allure qu'a Grenoble aujourd'hui, je dirais. Aujourd'hui, où se situe Grenoble au niveau économique? Quels sont les points forts qui font vivre Grenoble et sa région? Alors, la ville de Grenoble est une ville industrielle depuis la fin du 19e. C'est ici que les conduites forcées ont été un petit peu inventées suite à la découverte de la houille blanche, à la découverte d'Aristide Bergès, de l'énergie motrice de l'eau. Il y a eu toute cette industrie-là qui a vu le jour à Grenoble et autour de l'Isère encore. On a eu aussi toute la partie du ciment moulé qui a fortement démarré à Grenoble, et puis toute une partie industrielle qui est née ici, les biscuits bruns, plus récemment les sirops Tesser, dans l'histoire contemporaine Caterpillar, enfin voilà, des grandes entreprises de l'industrie traditionnelle. Pomagalski qui aujourd'hui construit des téléphériques et des télécabines à travers le monde entier. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a aussi tout le développement. On a aussi tout le développement des sports d'hiver qui ont fait de Grenoble un carrefour vers l'or blanc là pour le coup. Ah oui. Voilà. Et puis, je dirais que depuis les 30 Glorieuses et depuis les années 60, Grenoble s'affirme vraiment, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, comme un pôle de recherche. Alors tant au niveau de l'université, puisque c'est une ville qui compte 60 000 étudiants. Donc c'est une ville qui est très très marquée par cette présence d'étudiants, dont 20% viennent d'ailleurs de l'étranger, donc qui est très attractive au niveau de l'offre d'enseignement et de recherche. Et puis c'est une ville qui compte également de très nombreux laboratoires de recherche, privés et publics. On a à Grenoble de nombreux laboratoires de l'INSERM et du CNRS. Et puis on a le CEA qui est aussi implanté évidemment à Grenoble et qui a participé au développement du pôle industriel et de recherche de Grenoble, directement ou indirectement, en essaimant d'ailleurs dans tout le paysage économique. Et puis on a un autre joyau grenoblois qui est le synchrotron, qui est l'accélérateur de vitesse. Ah, intéressant. Voilà, donc qui n'a pas d'équivalent en Europe, si ce n'est le centre du CERN à Genève. Voilà, donc on est positionné au niveau international sur la partie recherche, et c'est quelque chose qui s'affirme de plus en plus. On a le pôle de compétitivité Minatech qui a vu le jour depuis je vais dire le début des années 2000, et puis d'autres projets qui sont en cours, notamment aujourd'hui autour des nanotechnologies, le développement des nanotechnologies dans l'industrie et la santé évidemment. D'accord. Grenoble est également, comme beaucoup de villes, une ville de culture. Que propose la ville de Grenoble au niveau culturel sous ses différentes facettes? Alors, quand on dit Grenoble aujourd'hui, on parle évidemment à l'échelle d'une agglomération de 450 000 habitants qui compte sur son territoire la plus grande et la plus petite des scènes nationales qui sont reconnues en France et qui sont subventionnées par le ministère de la Culture. La plus petite à Mélan qui s'appelle l'Hexagone, et la plus grande qui fut aussi la première inaugurée par André Malraux, qui est la Maison de la Culture de Grenoble, aujourd'hui qui s'appelle MC2, puisqu'elle existe aujourd'hui dans sa deuxième version. Donc ça, c'est deux scènes nationales qui ont un rayonnement conséquent. Le territoire grenoblois porte aussi une offre de musées qui n'a pas d'équivalent dans une ville, parce que la ville de Grenoble intramuros c'est 160 000 habitants, qui n'a pas d'équivalent ailleurs en France, peut-être pas en Europe d'ailleurs, puisqu'on a 16 musées, on compte 16 musées à Grenoble. Quel genre de musée? Alors vous avez le relativement connu musée d'art, musée de peinture, musée de Grenoble, qui propose, qui fait référence au niveau national, et qui propose une collection extrêmement riche, depuis la peinture du Moyen-Âge jusqu'à d'illustres contemporains. Elle propose un parcours chef-d'œuvre contemporain qui est assez exceptionnel, puisqu'on a Picasso, on a Gauguin, on a quelques pièces de très grands noms de l'art contemporain. Donc le musée de Grenoble a aussi une partie égyptologie qui, en héritage, je dirais, à Champollion, qui a passé quelque temps à Grenoble, est aussi à considérer. On a également comme site remarquable au niveau muséographique
lieux de mémoire. Le musée dauphinois qui est plutôt orienté dans une présentation de la culture alpine avec Jean de l'Alpe, une rétrospective de la vie dans les Alpes à travers les siècles, la grande histoire du ski qui est aussi présentée là-bas. Et puis on va trouver le musée archéologique de Grenoble, dont j'ai pu vous parler précédemment, qui fait vraiment une rétrospective sur l'extension de la ville et qui présente des sites, et notamment une crypte d'ailleurs, et des sépultures assez uniques en Europe. Ah oui. Voilà. Ouais, tout à fait. On a des fouilles qui ont été effectuées récemment et qui ont mis à jour des sépultures qu'on n'avait pas trouvées. En faisant des travaux, comme c'est souvent le cas, eh bien, on a retrouvé les fondements de la ville, et du coup, ça a donné lieu à une nouvelle scénographie qui a été inaugurée au mois de mai 2011, pour nous donner effectivement une offre encore plus riche au niveau muséographique. Et puis, l'art et la culture sont aussi dans la ville. Grenoble compte sur son espace public une offre de sculpture unique en son genre, en héritage, je dirais, du symposium qui avait eu lieu juste avant les JO de 68, où le maire de l'époque, Hubert Dubedou, avait décidé de lancer un symposium d'art contemporain dans la rue. Et ce qui fait que dans les rues de Grenoble, eh bien, on trouve omniprésentes des œuvres de différents sculpteurs, des Calder, Kirilli récemment. On inaugurera en 2011 3 œuvres dans l'espace public. Donc voilà, ça fait une typicité au niveau culturel. Et puis je vais pas tous les citer, je voudrais mettre aussi l'accent sur une orientation grenobloise qui est un petit peu la mémoire militaire et la mémoire des troupes de montagne, avec plusieurs sites forts. Le musée de la Résistance en Isère. Vous savez que Grenoble est une des seules villes la seule ville avec Paris et Nantes d'ailleurs à être décorée compagnon de la Libération par le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'île de Saint, je crois également. Et puis également le massif du Vercors, et tout ça est très présent dans la muséographie locale, avec le musée de la Résistance, les mémoriaux qu'on peut trouver sur le massif du Vercors. Et puis on accueille depuis la fin de l'année 2009 le musée des troupes de montagne, sur le site remarquable de la Bastille, dont il faut absolument qu'on parle parce que c'est un site touristique majeur de Grenoble. Sur le site de la Bastille, eh bien, prend place le musée des troupes de montagne, qui aurait pu très bien exister à Chambéry, à Briançon, dans ces grandes villes de garnison. C'est Grenoble qui a été choisi en 2009 pour retracer toute l'histoire des troupes de montagne, depuis leur création jusqu'à leur engagement actuel en Afghanistan. Quels sont les différents monuments et les différentes curiosités que nous pouvons découvrir à Grenoble quand on flâne dans les rues de la ville ? Comme disait Stendhal, à Grenoble, ce qui frappe, c'est qu'au bout de chaque rue, on aperçoit la montagne. Donc je dirais que le premier élément patrimonial et naturel, c'est cette montagne qui est omniprésente. Grenoble est entouré en effet de 3 massifs qui sont là presque à portée de la main. Le massif du Vercors dont je parlais tout à l'heure, le massif de la Chartreuse également, et puis le massif de Beldonne, connu pour les stations de ski, Champs-Rousses, les Sept-Lots. Mais l'emblème, sans hésiter, de Grenoble, eh bien, c'est le fort de la Bastille et son téléphérique. C'est une particularité encore de Grenoble. Vous me direz, il y en a beaucoup, mais Grenoble, c'est une ville qui innove, et ça, c'est depuis la nuit des temps. Le téléphérique et le fort de la Bastille, qui constituent l'un des sites touristiques les plus visités de la région Rhône-Alpes. Un des sites touristiques payants les plus visités. Le téléphérique est payant, l'accès au site de la Bastille est gratuit, mais il faut y monter à pied. On a là bien un héritage de l'époque du duc de Lesdiguières qui avait procédé aux fortifications sur ce fort qui servait à arrêter les Savoyards à l'époque. Et c'est devenu aujourd'hui un véritable site touristique. L'expérience de prendre un téléphérique en ville pour monter de 260 mètres de dénivelé est en elle-même déjà inédite, mais il faut savoir qu'on arrive sur un site touristique qui compte aujourd'hui des restaurants d'altitude, on peut dire ça comme ça, en surplomb sur la ville de Grenoble, avec un panorama exceptionnel sur toute la chaîne alpine. On voit vraiment tous les massifs, le Vercors, le massif du Taillefer, on y voit évidemment Beldonne, on voit jusqu'au Mont Blanc lorsque la météo s'y prête. Ouais. Donc c'est vraiment le site touristique monumental de la ville de Grenoble, indéniablement.
Ensuite, le centre-ville, je dirais, est remarquable parce que toute cette histoire qui a fait Grenoble est présente à chaque coin de la rue. La ville a su en garder, en valoriser un patrimoine intéressant au niveau du bâti. Qu'on parle de l'ancienne muraille de la ville au Moyen-Âge, alors qu'on peut voir encore physiquement, dont quelques parties ont été conservées, et puis qui est matérialisée ensuite au sol dans les nouveaux aménagements de la ville par un parcours de clous implanté dans les pavés. Donc là, on imagine très bien. Mais on a ensuite le bâti architectural à travers les différentes époques qui ont été conservées dans le centre ancien. C'est quelque chose qu'on voit très très bien vu d'en haut, donc depuis la Bastille, puisqu'on voit les différentes évolutions du cœur de ville à travers des détails comme les toitures, les anciennes fortifications. C'est quelque chose qui est très très lisible à Grenoble. Quels sont les personnages historiques à travers le temps qui ont marqué la ville de Grenoble ? Alors, le plus connu, peut-être, c'est Stendhal. Je pense que c'est celui qui est peut-être le plus connu au niveau international. Le célèbre romancier Henri Bell, dit Stendhal, qui a gardé ce nom-là, a vu le jour à Grenoble en 1783. Il faut savoir qu'il a passé une partie de son enfance à Grenoble, recueilli notamment par son grand-père, parce que pas trop accepté par ses parents dans l'histoire du personnage. Donc le vécu stendhalien très fortement présent à Grenoble. Il est d'ailleurs prévu d'ouvrir un musée dédié à l'auteur. Dans moins d'un an maintenant, devrait ouvrir le musée Stendhal à Grenoble. D'autres personnages évidemment connus ont un vécu à Grenoble. J'ai parlé de Champollion tout à l'heure, qui effectivement a fait un passage à Grenoble, et puis bien connu aussi du côté de Figeac, mais il a eu une existence. Il s'est installé à Grenoble où il a assouvi sa passion pour les hiéroglyphes. Oui. Des personnages célèbres, Antoine Barnave, un avocat qui soutiendra l'indépendance du Parlement du Dauphiné lors de la journée des Tuiles en 1788, le 6 juin 1788, qui préfigure un petit peu les prémices de la Révolution française. On dit que Grenoble est un peu le berceau de la Révolution française, et d'ailleurs tout à côté de Grenoble, à Visil, au château de Visil, ont eu lieu des événements préfigurant la Révolution française. D'ailleurs à Visil, tous les étés, on a les fêtes révolutionnaires qui ont lieu en juillet. Donc Antoine Barnave, Jean-François Champollion, j'en ai parlé, Jacques de Vaucanson, qui est un fils de gantier et qui est sans doute l'inventeur des automates, et peut-être à travers lui, il faut voir l'inventeur il a inventé le métier à tisser automatique, et donc quelque part peut-être un des pères fondateurs de toute l'industrialisation de la machine-outil en tout cas. Hector Berlioz, qui est né à côté de Grenoble, à la côte Saint-André. Un grand personnage. Un grand personnage, s'il en est évidemment. Donc né à la côte Saint-André, tout à côté de Grenoble, célébré chaque été d'ailleurs par le festival Berlioz, début août, le festival Berlioz qui lui est dédié. Et puis dans les plus anciens, alors le Chevalier Bayard, personnage historique, qui est à côté de Grenoble, à Pontcharrat, mais qui est enterré à Grenoble également, et qui a une statue à son effigie sur la place Saint-André, où prend place le Parlement du Dauphiné, l'ancien Parlement du Dauphiné, puisque Grenoble fut la capitale du Dauphiné, et on garde quelques vestiges. Et puis on a plus récemment Xavier Jouvin, Louis Néel, des gens qui ont compté dans la recherche ou l'industrie. On marque une pause dans la Grande Évasion dans le Sud, on revient dans quelques instants, à tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours à Grenoble, c'est la Grande Évasion dans le Sud avec l'Office de tourisme. Alors quelles sont les principales fêtes ou festivals que l'on retrouve tout au long de l'année ?
Alors, de la même façon qu'on a une offre muséographique assez exceptionnelle, on a un agenda, une programmation qui est extrêmement intéressante à Grenoble et qui est très diversifiée. On a effectivement différents festivals culturels qui prennent beaucoup de place à Grenoble. On a un festival qui s'appelle Détour de Babel, qui est mi-avril, qui est ni plus ni moins que la fusion du festival des 38e Rugissants et du festival du Grenoble Jazz Festival, qui ont fusionné cette année, première édition en 2011, pour un festival qui s'appelle Détour de Babel, qui est un festival qui est dédié aux musiques du monde, aux musiques contemporaines du monde, qui fait la fusion entre le jazz et les 38e Rugissants, qui est un festival de musique contemporaine. Le Festival des Arts du Récit au mois de mai, qui est un festival sur le conte et la lecture, qui s'adresse à tous les publics et qui prend place dans toute l'agglomération grenobloise. Donc pareil, là on a quelque chose qui est assez exceptionnel. Au mois de juin, on a le festival Forançon, qui est un festival de fanfare sur le site de la Bastille, assez inédit, qui invite des fanfares de la France entière et qui prend place sur le site de la Bastille. Donc il faut prendre le téléphérique et qui est un moment assez festif, ouvert à tous les publics. Un temps fort aussi au mois de juin, c'est la fête de la Saint-Bernard, qui a vu sa première édition en 2011 et qui est en fait le rassemblement et la fête de toutes les troupes de montagne de France. Donc c'est une cérémonie militaire, il y a d'ailleurs tout un tas de cérémonies officielles qui ont lieu en même temps, mais c'est une fête où finalement les troupes de montagne se tournent vers le public et se présentent à lui pour expliquer ce qui se passe dans leur action au quotidien. Donc ça, je vous disais que la chose militaire marquait profondément Grenoble, avait marqué Grenoble dans son histoire, elle est encore présente à travers cette fête. Juillet, on a sur l'été plusieurs festivals. Grenoble est connu pour le festival Cabaret Frappé, qui est un festival de musique rock un petit peu sur la scène nouvelle du rock français et international. On a un festival du court-métrage en plein air à Grenoble, qui prend place également chaque année, et qui nous vaut d'ailleurs des situations cocasses, de monter des scènes dans des lieux publics. On retrouve des grands écrans sur la place Saint-André, dans le parc Paul Mistral. Ça modifie assez le paysage urbain pendant quelques jours là au mois de juillet. Festival du jeune théâtre européen également en juillet, qui réunit des troupes de jeunes comédiens de l'Europe tout entière qui se retrouvent à Grenoble. Grenoble, une ville qui finalement est internationale, et ça se retrouve aussi dans cette programmation-là. Un temps fort qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'est la Coupe Icare, on a peut-être vu des images, qui a lieu fin septembre. C'est un rassemblement très international sur le vol libre, le parapente, la montgolfière, le vol à voile, qui se trouve à Saint-Hilaire-du-Touvet, tout à côté de Grenoble. Et on décolle comme ça dans le ciel de Grenoble à la fin du mois de septembre. Sur l'automne, quelques grands événements. On a les Rencontres I, qui est une biennale d'art qui arrive à lier art et science sur toute l'agglomération de Grenoble. Donc les rencontres avec I, comme innovation. Et puis des choses plus ludiques. Le Millésime, qui est un festival œnologique et musical qui a lieu en octobre également, où on arrive à allier performance musicale classique et puis dégustation de vin. En juin, finalement, c'est tous les sens qui sont en éveil à l'occasion de ce rendez-vous-là. Va avoir lieu le premier festival aussi de films de snowboard, qui va s'appeler le Snowboard Garden Festival, mi-octobre. Donc ça, c'est mi-octobre. D'accord. Et puis enfin, je voudrais terminer par un rendez-vous, alors peut-être deux rendez-vous, un rendez-vous qui sont en novembre d'ailleurs. D'abord, il y a les rencontres du cinéma de montagne. Ça marque fortement l'identité montagne de Grenoble, au cœur de ces montagnes, mais c'est le rendez-vous finalement des belles images, des beaux documentaires sur la pratique de la montagne, avec des films qui viennent du monde entier, une ouverture internationale sur la montagne. Et puis le Palais des Sports de Grenoble accueille également chaque année fin novembre le Festival international de cirque, présenté par Jean-Pierre Foucault, soutenu par le Palais des Sports de Grenoble depuis quelques années maintenant, qui permet aux Grenoblois d'avoir comme ça une ouverture sur le cirque à l'international.
Voilà un petit peu les temps forts, les grands moments de l'agenda des festivités à Grenoble. Et pour terminer, peut-être des marchés de Noël? Alors le marché de Noël, évidemment, comment ai-je pu l'oublier, parce qu'il est tellement dans notre agenda. Le marché de Noël de Grenoble, donc il dure un mois, est exceptionnel parce qu'on n'a pas de peine à Grenoble de reproduire tout un univers de chalets de bois, d'une féerie de Noël, de rennes, de sapins, d'illumination au cœur des montagnes. On a un décorum fantastique. On met l'accent chaque année sur cette ambiance et sur cette atmosphère fête de fin d'année. On va pendant tout un mois, du 25 novembre au 24 décembre, avoir autour des places du centre-ville une multitude de chalets qui s'installent, des chalets en bois. Un programme d'animation inédit chaque année, remis à plat chaque année, renouvelé, avec des groupes de musique, du spectacle de rue, de la déambulation, de la magie, vraiment pour le bonheur des plus grands et puis des plus petits surtout. On a là un bel événement qui est devenu, ce sera la 17e édition cette année, donc c'est quelque chose qui est inscrit dans le paysage aussi, et qui est devenu le rendez-vous festif, presque affectif des Grenoblois chaque année, puisque converge là l'identité montagne, l'envie de partager qu'on a généralement sur des fins d'année, de se retrouver. Donc voilà, tout ça est en train de se préparer et prendra encore place cette année dans toutes les rues du centre-ville. Alors quelles sont les spécialités culinaires de la région ? Il y en a. Grenoble est un haut lieu de la gastronomie rhône-alpine. Il est vrai que on a la chance d'être dans une région qui a ses AOC. La Noix de Grenoble AOC est reconnue depuis 1938, imaginez donc. Donc c'est un élément du patrimoine grenoblois, la Noix de Grenoble, qu'on retrouve dans le gâteau ou la tarte aux noix, évidemment. Mais on a aussi le fabuleux gratin dauphinois, sans fromage, la pomme de terre mise en scène avec du lait, de la crème, de l'ail et du beurre. Ça, c'est une spécialité locale, évidemment. Autre AOC depuis moins longtemps, mais le fromage bleu du Vercors, Sassenage, qui était reconnu AOC ces dernières années, et qui peut être accommodé en cuisine un peu de toutes les manières, y compris en dessert. La chartreuse, la liqueur de chartreuse, qui fait également partie du patrimoine grenoblois, qu'on doit en fait au père Chartreux. C'est là où il y a la Grande Chartreuse. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pas très loin. Le monastère de la Grande Chartreuse. Évidemment pas très loin de Grenoble. Tout ça, tout est à une demi-heure de Grenoble, comme on dit ici, même les stations de ski. Et il en va de même pour le monastère de la Grande Chartreuse et également pour la ville de Voiron, où sont installées les caves de Chartreuse, puisqu'on a quand même un peu industrialisé le processus. Mais c'est une recette qui est secrètement conservée uniquement par quelques moines. C'est un peu comme le Coca-Cola, c'est notre Coca-Cola local. Mais attention, à consommer avec modération, évidemment. Et il se visite toujours le monastère ? Tout à fait, le monastère se visite toujours, c'est un joyau également du patrimoine local, et il est vrai que posé là au milieu de la Chartreuse, c'est aussi un élément emblématique de notre territoire, évidemment. Et puis la gastronomie, c'est aussi toute cette manière de cuisiner à la grenobloise qu'on peut retrouver si on est un amateur des guides Michelin, des guides Michelin et des ouvrages de cuisine. C'est une façon de faire qu'on retrouve à la grenobloise, souvent une manière d'accommoder les poissons notamment. C'est une manière de les accommoder avec du citron, du beurre et des capres et un peu de pain de mie, un peu de croûton. Ça, c'est une manière de cuisiner à la grenobloise. Donc c'est une gastronomie qui a laissé un petit peu, qui prend une place assez importante dans le paysage français. Voilà. Et certainement plein de petits restaurants à découvrir le long des rues de Grenoble. Alors on a beaucoup de chance à Grenoble, on a une cinquantaine, c'est une ville très internationale, donc vous serez surpris en arrivant à Grenoble de découvrir effectivement
toutes les bonnes adresses de petits restaurants qu'on va retrouver au centre-ville, qui vont nous faire une cuisine traditionnelle française, alors traditionnelle ou un petit peu revisitée, ou un petit peu contemporaine, mais également Grenoble a été une ville fortement marquée par l'immigration italienne et qui compte ses quartiers italiens avec des restaurants fabuleux en cuisine italienne, une offre assez exceptionnelle à ce niveau-là aussi, et puis effectivement tout un tas de restaurants, je dirais pour tous les goûts, un petit peu à l'image de la ville, hein, de ces différentes influences qu'elle a pu vivre à travers les siècles. Alors justement, on constate une immigration des gens du Nord vers le Sud. Est-ce qu'à Grenoble, vous le ressentez ? Moins qu'à Montpellier, j'imagine. Ah oui. mais non, enfin beaucoup moins. Grenoble reste malgré tout un territoire très attractif. C'est une ville qui est chaque année dans les trios de tête des différents classements qui sont publié par les magazines, l'Express, Le Point, l'Étudiant. C'est la ville reconnue comme la ville où il fait bon étudier par l'Express il y a 2 ans. C'est très régulièrement la ville, après Paris, qui attire les cadres pour leur carrière professionnelle. C'est la ville où le système de santé est reconnu, où il y a une vraie qualité de vie, donc ça reste une ville très très attractive. Et je dirais que on attire beaucoup de monde à Grenoble. C'est très vraisemblablement lié à cet environnement naturel exceptionnel qui entoure la ville, à la ville en elle-même qui est très très agréable à vivre en toute saison, évidemment. C'est vrai que ça concerne toutes les générations. Je disais qu'à Grenoble, on a près de 12 à 15 000 étudiants étrangers qu'on accueille chaque année. C'est une ville qui est identifiée dans le paysage international. Alors pour les personnes qui voudraient s'installer à Grenoble, quelles sont les principales infrastructures qu'offre la ville ? Alors, c'est une ville qui, reconnue dans ses classements sur la qualité de vie, vous en doutez, est très très bien équipée. J'ai envie d'abord de parler du réseau de transport en commun, parce que c'est une ville qui a remis le tramway au goût du jour en 87, qui a été, je crois, après Strasbourg, une des premières à rendre ça à nouveau au goût du jour dans le cœur urbain, et à anticiper surtout le déplacement doux. Donc aujourd'hui, on a un réseau de transport sur toute l'agglomération grenobloise qui permet de traverser la ville, enfin l'ensemble de l'aire urbaine en une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Évidemment, le tissu des écoles, des universités est très riche. Là, je dirais qu'on a la chance, en plus, de compter des écoles à travers l'Institut national polytechnique de Grenoble ou l'école de management de Grenoble, qui ont une reconnaissance au niveau international dans les classements internationaux, qu'ils soient de Shanghai ou d'ailleurs. Donc une vraie reconnaissance, et des universités qu'il ne faut pas oublier, et des universités qui sont reconnues aussi à travers le monde. Un pôle de recherche qui fait qu'on a une offre de soins de très grande qualité, quelque chose qui compte aussi quand on doit s'installer quelque part. Tous ces chercheurs que compte le pôle santé de Grenoble, officient dans les différents services du CHU de Grenoble. Oui, il paraît qu'il y a un très bon hôpital à Grenoble. Exactement, et c'est ce qui nous a... le magazine Santé Magazine a classé Grenoble en tête de son classement au niveau de l'offre de santé il y a 2 ou 3 ans de ça. Donc effectivement, c'est un vrai avantage en termes de qualité de vie, hein. C'est une évidence. Je dirais que après, tout autour de ça, il y a l'offre culturelle, hein, qui fait aussi une qualité de vie. Et l'offre culturelle à Grenoble, c'est chaque jour une multitude d'événements qui sont proposés, la possibilité de se divertir après le travail. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Ça distingue énormément la ville. En semaine, on peut sortir évidemment au centre-ville ou dans les différentes salles de l'agglomération grenobloise, et il y en a. J'en ai cité 2, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et puis évidemment, le week-end, les places, les marchés, les producteurs qui descendent en ville et qui amènent tous les bons produits du terroir grenoblois, qui est un terroir
préservé puisqu'en montagne. Et puis cette montagne, le week-end, on peut y aller aussi en 2 temps, 3 mouvements, puisque imaginez, si on aime le ski ou si on aime marcher ou si on aime faire de la luge ou de la raquette, une station comme Champs-Roux, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de Grenoble en voiture, et qui est également très très bien desservie et accessible par les transports en commun, donc il n'est pas forcément besoin de prendre son automobile pour aller prendre un bol d'air pur. Alors je suppose que l'Office de tourisme organise des visites guidées et des activités. Absolument. Donc on a nous, à l'Office de tourisme de Grenoble, un programme de visites guidées tout au long de l'année, traditionnel évidemment, mais qu'on essaie aussi de faire ressembler à la ville en le panachant, en le remplissant de contenu, en essayant de varier un petit peu nos approches du patrimoine et de l'histoire de Grenoble. Donc effectivement, tout un tas de visites sont consacrées aux édifices, aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont vécu à Grenoble. On va aussi beaucoup vers du tourisme industriel ou scientifique, vers des sites comme le synchrotron dont on parlait tout à l'heure, vers des laboratoires de recherche. On essaie aussi de beaucoup se tourner vers les familles et les enfants pour leur faire découvrir la ville de Grenoble, en ayant créé des chasses au trésor thématiques qui exploitent tout ce patrimoine, tout cet héritage historique et culturel, donc des choses qui sont accessibles depuis l'Office de tourisme, soit de manière organisée, soit en autonomie, en retirant finalement des feuilles de route à suivre et des trésors à chasser. Et puis on a créé il y a quelques années, depuis 2006, des balades théâtralisées avec des groupes de comédiens, des troupes de comédiens. On a créé des balades théâtralisées qui sont finalement des spectacles ambulants dans le cœur de ville, où on se retrouve guidé par des personnages historiques ou médiateurs d'une histoire ou d'un patrimoine qui nous racontent justement une histoire, un spectacle, une intrigue, et qui permettent de découvrir Grenoble d'une autre manière. Mais effectivement, nous proposons des choses tout au long de l'année, de manière un petit peu plus accrue pendant les congés scolaires et la période estivale évidemment, avec des choses sur le cœur de ville ancien, les quartiers, le site touristique de la Bastille. Et voilà, donc tout ça effectivement est mis en musique tout au long de l'année, 363 jours par an. Et tous ces renseignements, on peut les trouver sur votre site internet ? Tout à fait, donc tout cela est mis à jour et disponible sur notre site internet grenoble-tourisme.com, évidemment. Et puis on se fait également les relais et les porte-paroles de toute la programmation touristico-culturelle de Grenoble, dont on ne maîtrise pas l'ensemble des contenus, mais dont on se fait fort de parler sur nos supports et dans nos éditions. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Oui, évidemment, j'ai un message, je les invite à venir découvrir la capitale des Alpes, cette ville de Grenoble, où effectivement il fait bon vivre, il fait bon passer quelques jours, au gré d'un crochet qu'on ferait sur la route des Alpes. Grenoble a souvent une image de ville dynamique, contemporaine, à la pointe de la recherche et des technologies, mais il faut aussi savoir que c'est une ville touristique qui a un contenu extrêmement riche, extrêmement intéressant. On a parlé du musée, du site de la Bastille, de ce panorama sur les Alpes. Je crois qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un séjour à Grenoble riche de contenu. Pas question de s'ennuyer à Grenoble, il y a toujours quelque chose qui s'offre à vous, et je crois que c'est vraiment une étape qu'il convient de cocher sur son livre de route, sur son carnet de voyage. Reynald Duval, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt, rendez-vous à Grenoble. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.